Bonjour à tous, merci Monsieur Sier, Madame Feiss et également Carmen pour ces propos d'introduction. Nous commençons donc le séminaire par cette première table ronde qui s'intitule « À personnes concernées, réseau concernant ». Je me présente, donc je suis Marie-Noëlle Cadou, directrice du CREPSI Hauts-de-France, et nous avons, Carmen, tu l'as rappelé, l'habitude de dire que nous sommes les cousins du CEAPSI Île-de-France. Alors, pour rappel, la santé mentale est un continuum et certaines conséquences des maladies psychiques évolutives peuvent être le handicap psychique. Celui-ci se caractérise par une imprévisibilité et une variabilité des troubles, un potentiel intellectuel qui reste intact dans certaines dimensions, mais des difficultés à planifier, organiser, anticiper, se concentrer. On constate aussi des altérations de la motivation, une difficulté dans les interactions sociales, et c'est surtout un handicap invisible. Alors, plusieurs éléments qui ont été à l'origine de la création du CREPSI, dont, entre autres, la stigmatisation et l'exclusion des personnes qui présentent un handicap psychique. Nous sommes un lieu d'écoute, d'échange pour toutes les personnes concernées par le handicap psychique dans les Hauts-de-France. Nous menons nos missions en lien avec les partenaires de la région, avec la volonté d'améliorer le parcours de vie des personnes en situation de handicap psychique et de favoriser aussi l'évolution des politiques publiques. Alors, nous nous adressons aux personnes en situation de handicap psychique, aux aidants, aux proches, aux professionnels, à toute personne désireuse de s'informer sur le sujet. Nos missions sont au nombre de 5. Nous avons une mission d'accueil, d'information conseil auprès des personnes, une mission de sensibilisation et de formation auprès des professionnels, une mission d'appui à l'évaluation auprès des professionnels, auprès des structures et également auprès des politiques publiques. Nous menons une mission d'études, de recherche, d'observation et nous avons une mission d'animation et de mise en réseau. Nous avons là donc l'ensemble effectivement des partenaires que nous pouvons, avec lesquels nous sommes en contact, et on dit effectivement que nous sommes souvent des connecteurs et des facilitateurs de mise en réseau. Alors justement, pour aborder la question du réseau entre les acteurs et la place des personnes concernées au sein de ces réseaux, nous accueillons ce matin Maya Patz. Vous êtes chef de service de la plateforme Émergence à la Fondation CASIP Cojazor qui se situe à Paris dans le 10e arrondissement. Nous accueillons également Stéphanie Rénal. Vous êtes animatrice du J'aime y croire de l'œuvre Falleret à Argenteuil dans le Val d'Oise. Nous accueillons Jean-Jacques Roucou et Thomas Benabed qui sont adhérents du J'aime y croire. Nous vous donnerons ensuite la parole, Daphné Aouizerad. Vous êtes coordinatrice et assistante sociale au Relais social international de la Cité universitaire internationale de Paris, qui, je crois, de mémoire, se situe dans le 14e arrondissement. Et enfin, Madame Bernadette, vous êtes chargée de mission santé mentale au CEAPSI Île-de-France. Alors, je vous remercie tous pour votre présence ce matin et sans plus attendre, nous allons commencer par vous, Maya Patz. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, de la création de la plateforme Émergence? Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler effectivement de la création de cette plateforme de services Émergence. Alors, la plateforme Émergence, elle a d'abord été créée grâce à une idée. L'idée d'une personne avec qui j'ai la chance de travailler depuis plusieurs années, qui s'appelle Corinne Benzekri, et qui a un parcours que je trouve assez intéressant, puisqu'un parcours de terrain, puisqu'au départ, elle était éducatrice sur un foyer d'hébergement de la Fondation. Puis, elle a été à l'initiative de la création du SAVS Centre Lionel en 1997, donc bien avant la reconnaissance officielle des SAVS. Ensuite, elle a été successivement chef de service et directrice du foyer d'hébergement et du SAVS. Et en 2014, justement, elle a eu véritablement cette idée de réunir des services sous la forme d'une plateforme. Puis, pour bien sûr étoffer son idée première,
Elle a été en formation, il se trouve que voilà, elle était en formation en master, et donc ça a été le sujet vraiment de son mémoire, de cette étude, qu'elle a étoffé en constituant un COPIL qui réunissait à la fois des travailleurs sociaux et chefs de service de terrain faisant partie de la fondation, et qui ont réalisé un véritable diagnostic en partant bien évidemment au départ des besoins de la population, de constats de terrain et des attentes des pouvoirs publics. Et parallèlement en fait à cette idée qui s'étoffait, la Fondation Kazip Kojazor travaillait également sur la refonte de son projet associatif. Et donc ça, c'était en 2016, un travail de collaboration avec l'ensemble des salariés et qui a fait émerger une nouvelle organisation sous la forme de pôles d'activité. Et en 2017, a été créé le premier pôle au sein de la Fondation, qui est le PRAC, le pôle ressources, autonomie et citoyenneté, qui réunit les services et établissements en faveur de personnes en situation de handicap et personnes vulnérables. Et du coup, voilà, il y a eu vraiment une synergie entre cette création de pôle au sein de la Fondation et la création et la concrétisation de cette idée de plateforme de service. Alors, tout d'abord, le PRAC, donc le pôle, a signé un CEPOM, donc un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, en janvier 2018. Donc ça, c'est venu vraiment concrétiser cette organisation en pôle, et au 1er août 2018, la plateforme Émergence a vu le jour et elle réunit aujourd'hui, donc depuis cette date, différents services, à la fois des services qui existent depuis un certain nombre d'années à la Fondation, comme notamment le service de mandataire judiciaire qui lui existe depuis 1972 et qui, lors de la création de la plateforme Émergence, a créé un nouveau service qui s'appelle l'ALTF, qui est un service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux. Également un autre service qui est le SAVS Centre Lionel, qui lui existe, comme je vous l'ai dit, depuis 1997. Et également un service social spécialisé qui existe depuis 2009, spécialisé donc toujours en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Mais la création de cette plateforme a été aussi l'occasion de créer des nouveaux services innovants et expérimentaux, tels que le SAVS Image, qui est on va dire une sorte de SAVS qui est à destination des jeunes adultes, donc à partir de 18 ans, et qui alors accompagne de manière collective et individuelle sous la forme de prestations à la carte, voilà, très personnalisées. Et le dernier service qui a rejoint la plateforme Émergence est le service Saphir, qui est un service destiné aux aidants familiaux de personnes toujours en situation de handicap. Donc cette plateforme Émergence, alors bien sûr, elle réunit un même lieu, mais pas uniquement. Et c'est là où j'en viens justement à la question qui est le sujet de notre colloque aujourd'hui, donc le réseau. Alors, il est vrai que le réseau d'abord en interne, c'est sûr que, et là je vais parler voilà, des différentes strates. Il y a d'abord le PRAC, enfin, cette constitution, cette nouvelle organisation sous la forme de pôle qui a, j'allais dire, qui a lancé une dynamique nouvelle, c'est vrai. On a une nouvelle manière de penser les choses d'un point de vue voilà, plus collectif. Je pense que ça doit parler à plusieurs d'entre vous. Quand on est sur un service, on a tendance un petit peu voilà, à travailler parfois un peu seul, un peu, voilà. Là, on était dans une globalité, c'est-à-dire au niveau déjà du pôle, du PRAC. Alors ça, bien sûr, il fallait l'impulser dès le départ. Donc, Corinne Benzekri et l'ensemble de l'équipe de direction a vraiment impulsé cette dynamique, cette réflexion de collaboration, de réseau en interne. Tout d'abord en créant, comme on l'a dit tout à l'heure, du lien, tout simplement en faisant se rencontrer à la fois les professionnels, les bénéficiaires, les résidents des différents services et établissements.
et puis aussi en se mettant au travail. Alors, j'ai un exemple qui m'est venu en tête vraiment au démarrage du PRAC, c'est quand on était, chaque service et établissement était dans la réécriture de son projet de service et d'établissement, et on a démarré ce travail tous ensemble avec des représentants des services et établissements, avec des bénéficiaires résidents volontaires, et on a vraiment démarré sur une journée entière de mobilisation autour de ce travail. Donc, voilà, pour le PRAC, bon, je ne vais pas vous citer, mais on a beaucoup d'exemples. Ça fait 3 ans que ce pôle existe, donc maintenant, il y a vraiment quelque chose qui vient naturellement au cours des projets. Et là, sur la plateforme Émergence, c'est également le cas en interne. Voilà un exemple, on va dire, très parlant. Il y a 2 services qui sont très anciens sur la plateforme, donc le SAVS Centre Lyonnais et le service des mandataires judiciaires. Ils se connaissaient. Néanmoins, il n'y avait peut-être pas réellement une bonne connaissance des missions de chacun, et du coup, une collaboration, mais qui vraiment pouvait s'améliorer. Aujourd'hui, c'est le cas. Les missions sont très clairement définies et il y a une réelle collaboration entre les différents services. Ça parle quand on dit les SAVS pour les jeunes adultes, le service des proches aidants, un service social, service mandataire. Voilà, il y a vraiment une connaissance des missions de chacun qui peut être du coup retransmis aux bénéficiaires, à leur famille, et une réelle collaboration. Alors maintenant, en externe, la plateforme est vraiment tournée vers l'extérieur. Le SAVS Images a 2 coordinateurs de parcours au sein de son équipe, et ça a été vraiment un choix dès le départ. Pourquoi coordinateur de parcours? Puisque justement, le rôle de ces coordinateurs, c'est de créer le lien, alors déjà d'identifier dans un premier temps les différents acteurs autour de la personne, de créer le lien entre eux, de les faire se rencontrer, de travailler ensemble et de permettre justement à la personne, au bénéficiaire, d'avancer tout au long de son parcours avec cette coordination des différents acteurs et avec une évolution adaptée à sa propre évolution, avec des nouveaux acteurs qui peuvent aussi, bien sûr, venir au fur et à mesure de l'accompagnement. Donc voilà, c'est juste un exemple de la manière de penser au sein de la plateforme, c'est-à-dire qu'on est constamment tourné vers l'extérieur. Le réseau, je crois que c'est bien pour ça aujourd'hui que le colloque est sur ce sujet, c'est essentiel à notre travail. Ça a été dit effectivement en préambule, on ne peut pas travailler seul. Alors j'allais dire malheureusement, la situation actuelle fait que c'est encore plus vrai, mais ça l'a toujours été. On a besoin de travailler avec les autres. La plateforme Émergence, la plateforme de service permet d'harmoniser des pratiques professionnelles, de centraliser, de simplifier, parce que l'objectif final, c'est qu'effectivement les choses soient claires, simples, et pour pouvoir s'adapter au mieux et avancer avec la personne accompagnée. Vous parliez de la place des bénéficiaires dans vos projets. Vous avez dit, ben voilà, ça commence à venir, je vous cite, naturellement au cours des projets. Oui. Je voudrais passer la parole maintenant à Stéphanie Rénal. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour. Dans le beau décor du groupe d'entraide mutuelle. Voilà, oui. Donc je vous passe la parole sans plus attendre, Stéphanie. Voilà, on tient un petit peu le timing. Pouvez-vous donc nous parler un petit peu des spécificités du J'aime y croire? Et puis après, on abordera la façon dont vous vous inscrivez dans le réseau. Tout à fait. Donc, je vais présenter le GEM. Le GEM est une association qui est portée par et pour des usagers en santé mentale, qui repose sur le principe de la pérédance. L'objectif premier du GEM étant de rompre l'isolement de personnes adultes en situation de handicap psychique, en leur permettant de gérer le quotidien d'une association avec le soutien d'un animateur. Le GEM est un acteur à part entière du réseau et de son territoire. Il ne se substitue pas aux services médico-sociaux. Et intégrer un GEM, c'est intégrer un groupe et élargir son réseau social, ce qui est très important aussi. Voilà pour la présentation du GEM. Alors, et donc, voilà, concernant justement la façon dont vous inscrivez le GEM
dans le réseau des professionnels auprès des personnes en tant que lieu d'entraide. Comment ça se passe? Voilà, est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage? Bien sûr. Donc, le GEM, ça a été c'est au départ, c'est le fait de faire les choses avec les adhérents, puisque c'est leur association, et donc d'identifier les structures existantes sur un territoire et d'aller à leur rencontre. Donc, la première chose que l'on a fait, c'est d'aller s'inscrire, d'être adhérent de différentes associations qui sont sur le territoire. Donc, je pense à la Maison des associations, qui permet aux adhérents de pouvoir tenir tous les ans un stand et qui leur permet de présenter leur association. Je pense également à la Maison des usagers qui est située au cœur de l'hôpital d'Argenteuil, donc où l'on a adhéré dès le départ, ce qui nous permet également de tenir un forum, mais également d'avoir des informations sur les différents partenaires. L'année dernière, on a eu une invitation de la présidente de la MDPH, ça se passait à la Maison des usagers. Donc, on y a été avec le secrétaire de l'association et c'est donc au GEM d'Argenteuil, on multiplie toutes ces rencontres avec les différents partenaires. Donc, je pense également à la clinique d'Orgemont, qui est une clinique qui est située juste à côté du GEM. Et en fait, les adhérents ont mis en place, ça fait depuis bien quasiment 3 ans, une permanence en fait trimestrielle au sein de la clinique. Donc, ils sont dans un petit bureau et ce sont les adhérents qui présentent leur association à des patients afin que ces personnes puissent, à leur sortie, pouvoir venir rejoindre le groupe si elles le désirent. Donc, on a également l'UNAFAM 95 qui marraine qui marraine le GEM d'Argenteuil et qui nous apporte aussi beaucoup d'informations, beaucoup de soutien, qui nous a permis de participer à une émission de radio avec les adhérents qui ont pu présenter le GEM. Les liens aussi avec la mairie, avec le CCAS, puisque la chargée de mission du handicap organise des réunions mensuelles avec les partenaires dans le domaine du handicap, et ce qui permet de pouvoir aussi mieux appréhender ce que font les partenaires. Et dans cet objectif-là, c'est aussi le fait de pouvoir orienter les adhérents lorsqu'ils sont au GEM grâce à tout ce réseau que l'on est en train de développer. Je pense également au service d'aide à la vie sociale qui oriente beaucoup d'adhérents vers le GEM, mais nous sommes aussi allés avec les adhérents à la rencontre du SAVS d'Argenteuil afin de leur présenter le GEM, et donc les adhérents ont eu des échanges directs avec les usagers. Donc, on organise vraiment très, très régulièrement des rencontres avec les partenaires sur tout le territoire d'Argenteuil. On a également le CMP qui est venu au GEM avoir un échange direct avec un groupe d'adhérents pour présenter une médiatrice pair qui venait d'intégrer leur équipe. Et les adhérents sont vraiment très actifs. Et dès qu'on a une occasion de pouvoir aller à la rencontre de partenaires, de présenter l'association et d'en apprendre un peu plus aussi sur ce que font les partenaires, eh bien, on est présent. Et enfin, on a également les portes ouvertes. Donc, tous les ans, on fait une porte ouverte. Et du coup, ça permet aux partenaires de pouvoir se rendre directement sur le GEM. Les adhérents leur présentent leur association. Mais on répond également toujours présent lorsque les partenaires organisent des portes ouvertes pour avoir une meilleure connaissance de nos structures. Et après, donc, ce sont les adhérents du GEM qui, à chaque fois, sont très actifs, et c'est eux, donc, les meilleurs ambassadeurs de leur association. Alors justement, on va passer la parole à Jean-Jacques et Thomas. Je crois quand même que vous participez aussi à une radio locale, que vous êtes également intégrés dans les travaux des conseils locaux de santé mentale, dans les projets territoriaux de santé mentale. Et je crois que véritablement, là aussi, votre présence, la participation des personnes est importante parce que ça participe à réellement avoir des projets
avec eux, et également ça participe à la déstigmatisation du handicap psychique et la promotion de la santé mentale. Alors, je vous remercie Stéphanie. Jean-Jacques et Thomas, je ne vous vois pas apparaître, mais je suis sûre que derrière l'écran, vous vous cachez quelque part et vous allez bientôt être avec nous et nous rejoindre. Bonjour à vous. Je vous laisse vous installer et je vais vous poser la question qui suit, à savoir, est-ce que vous pouvez nous parler de votre arrivée, de votre expérience au GEM et de ce qu'elle apporte aussi dans vos relations avec à la fois vos proches et professionnels. Si vous pouvez témoigner sur ces deux questions. Donc peut-être la première question, votre arrivée et votre expérience au GEM. Groupe d'entraide mutuelle. Moi, c'est Jean-Jacques, je suis le secrétaire du GEM. Donc, c'est moi qui notifie tous les rapports d'activité, toutes les réunions de vie, tout ça. Donc, vous savez, toute association produit des archives. Et moi, je notifie toutes les activités qui sont faites au GEM, tout ça. Et concernant mon arrivée au GEM, ça remonte, c'est récent, puisque ça remonte pratiquement au 7 janvier 2019. Donc, c'est très récent, quoi. Et donc, moi, je m'implique au maximum au GEM, particulièrement au bureau, pour apporter des idées pour faire, pour l'évolution, pour l'élaboration du planning mensuel notamment. Hein? D'accord. Planning mensuel qui reprend les activités, les projets. Voilà, toutes les activités, les projets. Donc, les projets, il y a une idée, c'est qu'il y a une boîte aux lettres qui est dispensée dans l'association et ça permet aux gens, quand ils ont une idée, ils prennent un morceau de papier, ils couchent leur idée sur le papier, ils glissent le papier dans la boîte et lorsqu'on fait la réunion de vie mensuelle, on ouvre cette boîte et on étudie toutes les propositions en fonction de leur pertinence et après leur pertinence ou de leur faisabilité, quoi. Tout à fait. Alors le projet, ça peut être un projet à la demi-journée, ça peut être un projet à la journée ou ça peut être un projet de séjour. Hein. Récemment, par exemple, on partait pour situer, on partait sur un projet à la journée qui était la découverte du parc Astérix. Et là, on a changé en dernière minute. On est passé du parc Astérix au parc Saint-Paul, quoi. Donc, on a, pour la veille ou l'avant-veille, on a reparamétré pour adapter le projet à nos vœux, quoi. Donc, l'organisation de la journée, l'itinéraire et tout ça, le nombre de participants en fonction des contraintes du moment et que sais-je encore. Alors, je ne sais pas si Thomas est auprès de vous, s'il prévoit aussi de s'exprimer, parce que j'avais envie de vous demander à tous les deux en quoi votre investissement au sein du groupe d'entraide mutuelle, la participation à la fois vous dans le bureau, mais aussi par rapport à ces choix qui sont faits après les propositions relevées dans cette boîte aux lettres, en quoi ça a bougé des choses, en quoi ça vous apporte dans vos relations, j'ai envie de dire, avec les professionnels, mais aussi peut-être dans votre entourage. En quoi ça modifie le regard? Est-ce que vous acceptez de nous partager un petit peu cela? Ça crée une dynamique, quoi. Ça veut dire qu'on sent qu'on a des projets en gestation, tout ça. Donc, on a la capacité de créer des projets, d'animer un groupe et puis de soutenir des gens qui sont en difficulté, quoi. Autre chose que vous aimeriez nous partager tous les deux? Thomas, vous voulez compléter avant qu'on donne la parole à Daphné? Bonjour Thomas. Viens avec moi, on va de l'autre côté. Parce qu'on ne peut pas enlever le masque. Allez, c'est parti. Autour de Thomas. Voilà, Thomas, bonjour. Bonjour. Voilà, donc si vous pouvez aussi témoigner sur en quoi votre présence au sein du GEM a fait bouger des choses dans votre vie, tout simplement. Alors,
Moi, déjà, je m'occupe beaucoup de la trésorerie, c'est-à-dire que je fais les comptes de l'association. Vous allez venir chez moi, hein, Thomas. Ouais, et où j'ai fait un réel travail, où je fais les comptes. Et puis, qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Voilà. Avec votre entourage, il y a des choses qui ont bougé aussi, le fait que vous soyez dans un groupe d'entraide mutuelle. Je sais que mes parents, ils étaient beaucoup contents. D'accord, d'accord. Voilà. Et Et- aussi, je suis plus actif aussi. Et vous l'avez dit, c'est vrai que dans le handicap psychique, la question de l'isolement, de la solitude, de la rupture de lien est trop souvent présente. Et c'est vrai que le groupe d'entraide mutuelle participe à mettre effectivement de la vie dans les vies des personnes et à justement créer des dynamiques. Donc je vous remercie pour votre témoignage. Je pense qu'il y aura peut-être un temps pour les questions. Je drive le temps. Et donc, on vous redonnera très certainement la parole après. Et ben donc à toi, à vous, Daphné Aouizerat. Voilà, vous travaillez donc au Relais social international de la CITU. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la façon dont le travail en réseau a été pensé au Relais? Bonjour à tous. Donc, le travail en réseau au Relais social international, c'est vraiment ce qui nous a permis de pouvoir apporter une réponse aux besoins qui étaient exprimés par nos résidents, notamment aux besoins en termes de soutien psychologique. Donc, pour situer un petit peu le contexte et le constat qui a fait qu'on s'est tourné vers notre réseau, la Cité internationale universitaire de Paris accueille chaque année plus de 12 000 chercheurs et étudiants en mobilité internationale. Donc, on leur propose différents services pour essayer de faciliter leur séjour et leur épanouissement, surtout en ce contexte de crise sanitaire. Donc, notre service, le Relais social international, est là pour tous les résidents qui peuvent rencontrer des difficultés au cours de leur séjour, qui peuvent être très diverses, mais nous rencontrons régulièrement des résidents qui sont en demande d'un soutien psychologique. Alors, il faut savoir que les publics étudiants, qui représentent plus de 90% de notre public à la Cité internationale, sont des personnes qui sont particulièrement exposées aux risques psychosociaux, c'est-à-dire confrontées au stress, à des difficultés liées à leur parcours universitaire avec beaucoup de pression. Et le contexte de la Cité internationale, donc, qui accueille 80% d'étudiants et chercheurs étrangers, va se rajouter en plus un isolement par rapport à leur famille, à leurs proches restés dans leur pays d'origine, mais également parfois des difficultés à se construire un nouveau réseau et des nouveaux repères à leur arrivée en France. Du coup, au niveau de la Cité internationale, pour répondre à ce besoin de nos publics, on a depuis plusieurs années maintenant un partenariat avec le BAPU Pascal. Donc, les BAPU sont des bureaux d'aide psychologique universitaire qui sont notamment le BAPU Pascal est géré par la Fondation Santé des étudiants de France. Et ces vacations de 2 psychologues dans nos locaux nous permettent de proposer des suivis en psychothérapie à nos résidents. On a quand même rapidement constaté que malgré ce premier partenariat, on manquait quand même de réponses pour que tous les résidents qui nous sollicitent puissent repartir avec une solution, puisque souvent les vacations des collègues du BAPU étaient complètes. Je vais peut-être passer au slide suivant pour montrer voilà, l'évolution un peu des demandes. Et du coup, effectivement, le partenariat avec le BAPU ne permettait pas d'absorber l'ensemble de ces demandes, soit parce que les vacations étaient complètes, soit parce que les horaires des vacations ne correspondaient pas toujours non plus aux horaires de disponibilité de nos résidents qui ont le plus souvent cours en journée ou qui font des petits jobs étudiants. Et donc, on s'est rapidement aperçu qu'il était important de pouvoir rechercher d'autres solutions. Et pour cela, donc, on s'est vraiment reposé sur le réseau partenarial. Et donc, on est parti un petit peu à la recherche de partenaires qui pouvaient nous aider à apporter des solutions complémentaires à ces demandes d'aide psychologique exprimées par les étudiants. Donc, on s'est beaucoup reposé sur l'aide du CAPSI pour pouvoir faire ce référencement. Également sur des sites internet comme le site du Psycom ou l'association Matline qui propose des recensements d'associations ou de services d'aide psychologique. Et donc ensuite, nous avons contacté chacune des structures qu'on a pu identifier avec l'idée vraiment d'élargir ce réseau et de construire des liens de proximité, des liens de partenariat
pour pouvoir derrière faciliter l'orientation de nos résidents et surtout de pouvoir réussir à identifier plus facilement quel type de structure pourrait correspondre aux besoins exprimés par nos résidents. Donc, pour ça, on leur a demandé les langues qui peuvent être parlées par les professionnels, parce que pour nous, c'est important pour nos étudiants dont le français n'est pas la langue maternelle, qu'ils puissent, dans le cadre d'une démarche avec un psychologue, s'exprimer dans la langue dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise pour parler d'émotions. On leur a demandé, bien sûr, leurs horaires d'ouverture, les délais moyens pour obtenir des rendez-vous. Voilà, vraiment toutes ces questions pratico-pratiques qui nous permettent d'avoir un maximum de chances pour pouvoir orienter correctement les résidents. À ce jour, on est quand même content parce que 93% des résidents de la cité qui sont venus vers nous pour solliciter un soutien psychologique ont trouvé un premier rendez-vous avec un psychologue après être venus nous voir. Donc, à ce jour, on a 50% de ces demandes qui ont été prises en charge par notre réseau vraiment extérieur et 43% qui ont pu être pris en charge dans le cadre des vacations proposées par le BAPU Pascal. Alors justement, en fait, comment vous organisez l'accueil des résidents en souffrance psychique et leur suivi une fois que vous orientez vers le réseau? Oui. Alors, du coup, quand un résident nous sollicite pour une aide psychologique, la première chose, ça va être qu'on va lui proposer un entretien d'accueil dans lequel on va essayer déjà, dans un premier temps, de lui offrir un espace d'écoute bienveillant et surtout de lui expliquer le fonctionnement du service, mais également les limites, puisque du coup, au relais social, nous avons Madame Cordoba, qui est notre chargée d'accueil et d'orientation. Moi, je suis assistante sociale, donc l'étudiant, quand il exprime cette demande, ne s'adresse pas à un psychologue. Et ça, c'est important à chaque fois de bien leur situer où est notre limite. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir cibler un petit peu leurs besoins. Donc déjà, de voir un petit peu quelle urgence ils peuvent ressentir. Également, s'ils ressentent le besoin de prendre un traitement médical par rapport à des symptômes et des manifestations somatiques de leur mal-être, comme par exemple les troubles du sommeil, des crises d'angoisse. Ensuite, de savoir s'ils souhaitent plutôt s'engager sur un suivi sur du long terme ou s'ils préfèrent voir un psychologue uniquement sur quelques rendez-vous. On va leur demander également la langue dans laquelle ils préfèrent s'exprimer avec le psychologue, leurs horaires de disponibilité et également s'ils souhaitent aborder une problématique particulière qui pourrait du coup relever d'un service spécialisé sur cette problématique. L'idée à partir de ce recueil d'infos, c'est vraiment de pouvoir identifier avec le résident 2-3 structures maximum vers lesquelles on peut l'orienter. Ensuite, on va toujours proposer aux résidents de contacter avec lui ces structures. L'idée étant qu'ils puissent ressortir vraiment de notre service avec un rendez-vous et donc une réponse à la demande qu'il est venu exprimer. Le plus souvent, les résidents se saisissent de cette proposition parce qu'ils ont vraiment ce sentiment d'avoir exprimé un besoin, du coup d'avoir une réponse derrière. On fait également un suivi de ces orientations, c'est-à-dire que notre chargé d'accueil et d'orientation reprend contact avec tous les résidents qui nous ont sollicités sur ce motif-là, environ un mois après les avoir orientés vers un service, pour pouvoir s'assurer déjà que le suivi a pu se mettre en place, mais aussi s'assurer que la solution proposée réponde vraiment à leurs besoins. L'idée, c'est de pouvoir leur montrer qu'on est à leur disposition si jamais il y a besoin d'un autre type d'orientation ou qu'il y a eu un loupé éventuellement dans le rendez-vous. Et ce qui est intéressant, c'est que le plus souvent, les résidents nous disent vraiment agréablement surpris par cette démarche parce qu'ils ne s'attendent pas en fait à ce qu'on revienne vers eux pour s'assurer est-ce que vous allez bien, est-ce que ça correspond à votre besoin. Ils sont quand même régulièrement hyper étonnés de cette démarche-là, mais ils le prennent justement avec… ils trouvent que c'est une agréable surprise qu'on puisse revenir vers eux pour vérifier qu'on a pu répondre à leurs demandes. Et du coup, ce retour de nos résidents par rapport à notre réseau, ça va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre, nous, déjà, d'évaluer en interne notre travail d'orientation, savoir tout simplement s'il y a des points de réajustement à prévoir, mais ça va aussi nous permettre d'avoir le retour des personnes concernées sur notre réseau, à savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, et tout ça, ça va nous servir pour affiner notre travail d'orientation. Merci beaucoup. J'en profite parce que nous avons une question. On nous demande si vous avez senti une influence de la Covid dans votre activité auprès des étudiants. Oui, tout à fait. On a vraiment remarqué une augmentation. Là, on peut le revoir sur le PowerPoint qu'on a montré, mais les demandes d'aide psychologique ont vraiment explosé. Et c'est surtout aussi le nombre de signalements que je peux recevoir de la part des professionnels des maisons ou des autres services de la cité sur des situations de résidents qui malheureusement ne vont vraiment pas bien.
Et la crise sanitaire vraiment a plongé particulièrement le public étudiant dans une phase d'incertitude parce que ce soit au niveau des cours, mais au niveau aussi de leur vie quotidienne, tout se fait au jour le jour. Il y a beaucoup d'improvisation et c'est surtout que ils sont venus en France pour la majorité d'entre eux en se disant voilà, je vais me faire un nouveau réseau, je vais découvrir la culture française, je vais découvrir d'autres personnes. Et en fait, ils sont enfermés à suivre leurs cours dans leur chambre d'étudiants et du coup, il y a un petit isolement qui se crée. Donc, c'est pour ça que la Cité, en ce moment, est en train de travailler pour pouvoir notamment proposer des espaces sur lesquels nos résidents pourraient se rencontrer toujours dans le respect des mesures sanitaires, mais pour pouvoir justement lutter contre cet isolement et permettre à ce que nos résidents puissent rencontrer d'autres résidents, établir quand même des liens malgré le contexte sanitaire. Entendu. Alors, on nous pose aussi la question de savoir si, quand on reçoit un libéral, on peut se mettre en contact avec vous. J'aurais tendance à dire aux gens qu'on est là pour créer du réseau, donc je les invite à se diriger vers vous et puis vous adapterez votre réponse. Exactement. On nous pose aussi des questions qui sont adressées au GEM. Alors, je sais que Morgane Bernadet pour le CEAPSI va encore nous parler de ce qu'on fait ici au CEAPSI, mais je m'adresse donc à Stéphanie pour qu'elle puisse avoir le temps de préparer un petit peu les réponses qu'elle souhaite fournir après l'intervention de Morgane. Comment faire quand une personne handicapée psychique ne veut pas aller en GEM car elle pense que ce n'est pas bon de se retrouver avec des personnes handicapées? On nous demande combien y a-t-il de GEMeurs, voilà, et comment se passent les activités du GEM pendant le confinement. Voilà, je rends la parole à Marie-Noël. Bien, merci Nicolas. Je pense qu'effectivement, la question, vous l'avez évoquée, Daphné, on le constate également dans les Hauts-de-France. L'impact de la crise sanitaire que nous traversons véritablement impacte la santé mentale des jeunes. Je pense aux étudiants, mais également aux lycéens, aux collégiens, et l'arrivée de nouveaux publics, constatés également par des pédopsychiatres en CMP, IJ. Alors justement, Morgane, au CEAPSI, vous avez une mission d'accueil, d'information, de conseil, et vous avez des permanences. Je vais vous donner la parole sur justement une première question. Comment le CEAPSI se positionne-t-il dans le réseau à travers justement sa mission d'information, d'orientation des personnes concernées par les troubles psychiques? Comment vous vous adressez aussi aux proches et aux professionnels? Je vous donne la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Marie-Noël. Donc je dirais qu'effectivement, la pierre angulaire des interventions du CEAPSI est vraiment le travail en réseau. Lorsqu'une personne, qu'elle soit donc directement concernée par la souffrance psychique, qu'elle soit un proche ou un professionnel, lorsque ces personnes sollicitent le dispositif concernant une problématique individuelle, nous activons un mécanisme en plusieurs étapes. Donc, il s'agit d'abord de cerner les besoins et les demandes de la personne sollicitante, qui peuvent aller de besoins vitaux tels que le soin, le logement, les ressources, à des demandes visant à améliorer la qualité de vie des personnes concernées, avec des problématiques autour de la socialisation, les loisirs, les vacances ou autres. La particularité des troubles psychiques implique parfois une difficulté pour les personnes à formuler des demandes d'aide, et tout l'enjeu sera alors plutôt d'ouvrir le champ des possibles et de faire émerger là où les demandes des personnes. Ensuite, un travail important va être de repérer les acteurs et les dispositifs qui interviennent déjà autour de la personne concernée, et parfois de favoriser la reprise de liens. Ça peut passer par l'explicitation des missions de chacun, par l'accompagnement vers la reprise de contact, pour ne pas accumuler non plus des interventions là où il y aurait déjà des intervenants. Ensuite, ça peut passer aussi par la recherche de pistes qui n'ont pas encore été explorées. Donc à ce stade, le CEAPSI va s'appuyer sur le travail qu'il effectue tout au long de l'année, de recensement des partenaires sur le territoire, d'animation de réseau, de participation à divers événements dans le champ de la santé mentale, afin d'apporter à la personne des pistes d'orientation les plus personnalisées possibles, et surtout en connaissant les conditions dans lesquelles elle sera accueillie, par qui ou dans quelle temporalité. Et enfin, les modalités de mise en lien vont dépendre de la personne et de ses demandes.
Donc là, je dirais que la plus-value du CAPSI au sein du réseau est sa neutralité, qui facilite à la fois l'accès aux centres ressources, mais aussi les mises en lien des acteurs qui vont composer le réseau, qu'elles soient personnes concernées, entourage personnel, professionnel, bénévole ou pairs. En effet, le CAPSI présente à la personne donc différentes options, parmi lesquelles elle fera un ou plusieurs choix en fonction de ses besoins. Donc cette modalité d'intervention poursuit un objectif d'autonomisation et d'empowerment des personnes concernées qui deviennent co-constructrices dans leur parcours par le fait même de faire une démarche de recherche de solutions en complément des professionnels de l'accompagnement. Donc là, la personne, elle va tisser en fait autour d'elle un réseau de personnes, de ressources qui sont professionnelles ou personnelles, qui est à la fois résistant et fragile, en instaurant des interactions parfois fluides, parfois difficiles et complexes, mais qui poursuivent tout un but d'amélioration du parcours de vie. Alors justement, en fait, comment vous mobilisez ce réseau pour favoriser la continuité du parcours de la personne et puis peut-être aussi les limites, les écueils? Tout à fait. Oui, alors la volonté de prise en compte globale des personnes en situation de fragilité psychique va forcément passer par la construction autour d'elle donc de ce réseau d'acteurs qui sera en mesure de l'accompagner dans son environnement, dans les différents domaines de sa vie. Donc ça va être, c'est vraiment l'illustration d'une logique, du passage d'une logique d'institutionnalisation des personnes atteintes de troubles psychiques en dehors de la cité, à leur volonté d'inclusion en tant que citoyens. Ça, c'est vraiment très important au CAPSI, et donc la mobilisation, de ce réseau, c'est vraiment un processus qui est en perpétuelle construction et qui peut passer par différentes modalités. Ça va passer notamment par la communication entre institutions, plutôt dans des cadres formalisés, par des conventions de partenariat, par la présence dans des événements de type forum ou colloque comme aujourd'hui, de référencement dans des annuaires dont parlait notamment Daphné tout à l'heure, et la mise à jour régulière des informations institutionnelles qui est très importante pour le maintien de l'efficacité du réseau. Mais le réseau, c'est aussi des relations interpersonnelles entre les acteurs. On sait bien que chaque individu va créer son propre carnet d'adresses et des relations professionnelles solides vont pouvoir se construire et permettre, voilà, la construction de passerelles entre les différents champs d'intervention, pour favoriser la continuité des parcours. Hem, donc là, voilà, il y aura aussi la recherche, comme je le disais tout à l'heure, de partenaires qui peuvent répondre de façon, efficiente aux besoins des usagers. Et enfin, je pense qu'il y a quand même un élément très important aujourd'hui, c'est la prise en compte de nouveaux acteurs à intégrer au réseau, comme par exemple les médiateurs santé-pair, qui aujourd'hui sont des professionnels diplômés à part entière, qui viennent apporter un angle de vue différent des professionnels du soin ou du médico-social, donc il est important de prendre en compte. Voilà, donc je dirais au niveau des écueils, le réseau d'abord demande à être entretenu et on voit qu'il peut rapidement se disloquer et donc cela demande une implication forte des acteurs. Ensuite, chacun doit connaître les missions de l'autre pour ne pas avoir d'attentes démesurées ou créer de la confusion entre les professionnels, mais aussi entre les personnes concernées. Lorsque le réseau repose sur des relations individuelles, il peut aussi être fragilisé, voire coupé au gré, des mouvements des professionnels ou des personnes. Et enfin, la temporalité des professionnels, le temps d'action va différer en fonction de leur contexte d'intervention, et il doit également s'accorder à la temporalité des personnes accompagnées, ce qui peut parfois être source de tension, voire à l'origine de ruptures. Donc voilà, pour conclure, je dirais juste que la période que nous traversons actuellement, elle est quand même venue remettre en question, des modalités de travail en réseau que les professionnels du sanitaire, du social ou du médico-social pratiquent quotidiennement, que les personnes concernées et les proches vivent aussi quotidiennement et les canaux de communication virtuels, on le voit très bien aujourd'hui, ont pris une place prépondérante, réinterrogeant les cultures professionnelles et la façon dont aussi ces canaux-là peuvent être acteurs d'exclusion ou au contraire d'une meilleure inclusion des personnes concernées. Pour autant, au CAPSI, l'observation nous montre que le secteur de la santé mentale sait faire preuve de créativité et d'adaptabilité pour mettre, ses forces en synergie et développer des ponts entre les différents champs d'intervention.
Voilà, je vous remercie. Ben, je vous remercie également, Morgane. Justement, il y a une question dans l'auditoire sur vous avez parlé de la temporalité des professionnels et quelqu'un demande justement, lorsqu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas s'adresser pour un suivi psychologique parce que financièrement cela coûte, lorsque dans les CMP, les délais sont ce qu'ils sont et on le sait longs, est-ce qu'une personne peut s'adresser directement au CAPSI pour trouver une solution? Je crois que tout comme nous, vous ne faites pas de diagnostic, hein, voilà, mais vous pouvez venir en soutien. Donc voilà, cette question qui est posée, est-ce qu'on peut directement venir au CAPSI pour chercher une solution? Oui, tout à fait. Alors, c'est important de le préciser. Effectivement, au CAPSI, il n'y a pas de médecin ou de psychologue qui interviennent directement. Donc, on ne va pas poser de diagnostic ou proposer des évaluations psychologiques. En revanche, effectivement, on est conscient des difficultés d'accès, notamment aux soins via les CMP, leurs délais qui peuvent être assez longs, ou via le libéral pour des raisons financières. Donc, on essaie de repérer des structures qui vont proposer des solutions alternatives, soit désectorisées, soit un peu plus rapides, pour soit permettre d'entamer un suivi en attendant le rendez-vous au CMP par exemple, soit vraiment d'entamer des démarches de prise en charge globale dans tel ou tel domaine. Tout en sachant qu'on fait avec l'existant, hein, donc on essaie de trouver des solutions, mais voilà, en fonction de ce qui existe sur le territoire. Mais tout à fait, les personnes directement concernées peuvent s'adresser au CAPSI, vous nous appelez et l'idée, c'est de pouvoir faire un point sur la situation et d'essayer de trouver des solutions existantes. Alors, je vous remercie. Je tiens le timing puisque nous avions pris un petit peu de retard. Avant peut-être qu'on passe aux questions, peut-être une courte synthèse. Je voulais vous remercier déjà chacun pour vos apports lors de cette première table ronde. On le sait et on l'a revu, la souffrance psychique, elle impacte la vie quotidienne des personnes et il y a aussi de nombreux retentissements constatés dans la vie sociale et professionnelle. On a parlé des étudiants, Madame, vous avez parlé donc également du soutien de l'ARS par rapport à l'insertion professionnelle. Il y a également la difficulté à se maintenir dans un logement, à organiser une vie sociale, des loisirs. Jean-Jacques et Thomas ont pu justement témoigner de l'importance du groupe d'entraide mutuelle sur ces aspects-là. Et donc, comme on l'a vu quand même aussi au cours des témoignages, lorsque l'on parle de santé mentale, la mise en réseau, la connexion des acteurs est ô combien nécessaire. Et vous l'avez rappelé également en introduction, Monsieur Sier, encore plus nécessaire dans la crise sanitaire que nous traversons. Alors, j'étale un petit peu, j'ai été regarder l'étymologie du mot réseau. Ça vient de retiolus en latin, qui est le diminutif de retis, et ce qui signifie en fait filet. Et on peut aussi souligner en France, contrairement peut-être à d'autres pays, des citoyens qui le vivent, en France, nos protections, nos politiques de protection sociale peuvent justement constituer des filets de sécurité pour éviter des situations de rupture qui mènent à l'exclusion. Le réseau, c'est un ensemble de personnes qui tissent un filet, qui ont le même objectif et qui sont en relation pour agir ensemble. Mais vous l'avez souligné aussi, il faut l'entretenir, l'enrichir et le réparer de temps en temps et le retisser également dans le temps. Alors aujourd'hui, les politiques de santé mentale priorisent, on le sait, le parcours de santé et de vie des personnes. Elles veulent soutenir la coordination des professionnels, l'évolution de leurs compétences. Elles veulent aussi favoriser la place des personnes concernées. Or, dans le champ de la santé mentale et du handicap psychique, il y a une diversité d'acteurs qui interviennent dans le temps, dans l'espace. Il y a une pluralité de professionnels, chacun avec leur culture, avec leur code. Il faut aussi faire avec la non-demande, certains d'entre vous l'ont rappelé, qui est souvent une des caractéristiques du handicap psychique, avec la stigmatisation, qui trop souvent gomme les compétences des professionnels. Et bravo Jean-Jacques pour la trésorerie du groupe d'entraide mutuelle, parce que c'est une vraie compétence et une vraie nécessité. Et cela dit aussi des choses, des compétences. Vous avez parlé aussi, Morgane, des médiateurs santé-pairs. Maya, vous avez cité aussi le faire avec les personnes. Et justement, ce réseau
que nous devons tous tisser ensemble, hein, entretenir, sans arrêt enrichir. C'est aussi un outil au service du parcours de la personne concernée, de leur entourage. Le réseau, il doit accompagner, se mettre au service de la transformation de l'offre pour favoriser la réalisation du projet de vie des personnes, leur projet, leur inclusion dans la société. Mais je voulais aussi peut-être, et ce sera sans doute d'autres objets de discussion au cours de la journée, l'importance de faire avec les personnes dans ces réseaux, parce que nous avons tous une santé mentale et que nous sommes tous concernés. Voilà, donc je vous remercie et je laisse peut-être la place à quelques questions. Alors Stéphanie, on vous donne la parole et on en profite pour mentionner les félicitations de Sonia pour l'intervention de Jean-Jacques et de Thomas. Très bien. Donc, vis-à-vis des questions, donc j'ai noté comment faire venir des personnes qui ne veulent pas au GEM. Donc, le GEM, en fait, les personnes, elles sont bien souvent orientées par des professionnels qu'ils connaissent, auprès desquels ils ont un suivi et donc en qui ils ont confiance. Et on s'est rendu compte ces dernières années que le fait qu'un professionnel accompagne en fait la personne jusqu'au GEM facilitait son intégration. Et lorsque la personne arrive, nous, ce que l'on fait au GEM, c'est qu'elle arrive, on a un atelier de prévu et donc elle est présente pendant cet atelier et elle peut, si elle le souhaite, y participer. Et ça permet d'intégrer tout de suite le groupe et de voir quelle dynamique il y a. Donc, on a un adhérent qui fait un atelier coup de cœur et l'hôpital de jour d'Argenteuil se rend régulièrement avec 1, 2 ou 3 usagers pour participer à ces temps. Et voilà, donc ça, c'est pour l'intégration des personnes, quand ça passe par un professionnel, ça peut faciliter les choses, mais il y a également les familles qui peuvent accompagner aussi leurs proches. Et le GEM, c'est de la libre adhésion. Donc, si la personne souhaite y adhérer, c'est parfait. Et elle peut aussi prendre le temps, c'est-à-dire que lorsqu'elle vient, il peut arriver qu'une personne vienne et que 2-3 mois après, elle revienne. Ou ça peut être plus long, ou ça peut être plus court. C'est vraiment en fonction de chaque personne. Voilà pour répondre à cette première question. Après, pour la deuxième, du coup, pour donc les questions, excusez-moi, les activités au GEM, donc du coup, elles sont multiples. Elles sont, comme on le disait, ce sont des activités qui sont préparées avec les adhérents et les adhérents aussi animent des ateliers. Si c'était vraiment spécifique à la période du confinement, du coup, on va adapter bien entendu les activités avec un nombre de personnes restreintes et puis les faire au GEM. Et donc, il y aura toujours des ateliers très sympathiques, voilà, tels que l'atelier coup de cœur, des quiz, des tas de jeux, voilà, dont les adhérents sont très friands et qui permettent vraiment de se changer les idées. Mais hormis la période de confinement, c'est vrai qu'on va beaucoup sur l'extérieur. On a rencontré une artiste le mois dernier qui nous a présenté ses peintures. On a également été visiter une exposition sur la musique par rapport à la ville d'Argenteuil. Donc, on va aussi beaucoup sur l'extérieur dès qu'on le peut. L'autre question, le nombre d'adhérents, excusez-moi. Sur le GEM d'Argenteuil, on a 30 adhérents. Voilà. Merci et bravo Stéphanie pour ces réponses rapides et très synthétiques. Bien, écoutez, je pense qu'on va laisser la place à l'autre table ronde. En tout cas, merci à chacun des participants pour ce travail en réseau, pour cette première table ronde et je vous dis à bientôt. Merci à vous.